une émission de débat sur l'actualité politique nationale reçoit pour vous aujourd'hui Walter Boulabumba, chercheur en philosophie politique, et Pius Romain Roland, éditeur du journal La Base des Patriotes. Ils vont vous éclairer, les deux vont vous éclairer sur deux thèmes. La mort qualifiée du mystérieuse du général défunt Kayimbi, chef de renseignement de l'armée congolaise, et les menaces, manipulations que subissent les magistrats en charge des dossiers sur les enquêtes des exécutions des travaux de 100 jours. Bonjour messieurs. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous voir. Et vous dérogez à une règle, et ça ne me plaît pas. Laquelle? On est quel jour aujourd'hui? Quelle date? Les 2 mars. On est lundi 2 mars. Et alors? Mois de la femme. Ah oui. Il fallait que papa dise non, vous le souffle. Non. Mais non. Vous êtes allé vite en besoin, madame. Est-ce que j'ai... Non, moi personne... Monsieur Walter, depuis le temps que vous me connaissez, je pense que quand même, mes habitudes, de comment je fonctionne, ça ne doit pas vous échapper. Madame, vous avez Je commencé... suis quelqu'un qui aime les compliments d'entrée de jeu. Je suis vraiment De quelqu'un... toute façon, madame, vous avez commencé par nous souhaiter la bienvenue sur ce plateau. Depuis que nous sommes heureux de nous retrouver ici. Oui. Et une occasion pour nous de saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct ce matin. Et nous en profitons aussi pour souhaiter d'abord à vous ainsi qu'à toutes les mamans un joli mois de mars. Voilà, un mois où j'espère, monsieur Pius, que nous serons chuchotés. Moi, je ne suis pas partisan de ça. Oh. Non, je ne suis pas Pourquoi? partisan de ça. Pourquoi? La femme, on la chouchoute chaque jour. Ce n'est pas un mois particulier, c'est-à-dire On le fait pendant... plus au mois de mars. Non, c'est... Bon, en fait... Vous aviez raison de vous plaindre. Vous avez raison de vous plaindre, mais moi je me dis, la femme, elle est aimée chaque jour, le 365 jours, elle est aimée, elle n'a pas une particularité d'un mois, sauf que c'est un mois qui a marqué un événement important ou un événement important, c'était la lutte pour votre liberté. Et je me pose la question, la liberté dans le mariage ou la liberté dans la profession? Non, on dira plutôt ce rôle que nous faisait, cette fonction que nous faisait porter l'homme, celle de rester. Non, c'est pas l'homme. Non, c'est pas l'homme. C'est écrit dans la Bible. L'homme est le chef de la femme. Bien sûr. C'est ça, c'est qui est Bien écrit. sûr. Mais aujourd'hui, lorsque la femme devient l'égale de l'homme, vous comprendrez que beaucoup de ménages sont en dislocation. Parce que l'homme n'a rien compris. Non, c'est pas l'homme n'a pas compris. La femme veut faire croire à l'homme que c'est elle la chef de la maison, mais c'est qui n'est pas... Bon, on va pas s'éterniser là-dessus, hein, parce que on va dire ça devient comme un débat de l'œuf et la poule, hein, parce que les hommes disent toujours il y a ça, les femmes aussi. Voilà, et le temps qu'un nouvel arrivant s'installe, il s'agit de Monsieur Bolodjoa. Voilà, qui est coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition, que nous saluons. Bonjour madame, Oui. bonjour avec vos débatteurs. Oui. En tout cas, merci pour l'invitation. Je joins ma voix pour souhaiter bon mois à toutes les femmes et surtout les femmes congolaises. Enfin, trouver une jolie tournure. Bon mois, ça veut dire quoi? Bon mois. C'est un mois, c'est un mois, bien que le côté personnellement ne me séduit pas, mais c'est qui est vrai. Hey, voilà. Il m'a rejoint à côté de Monsieur Pius. Vraiment. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Eh ben, d'un événement malheureux qui est la mort du général Kayimbi, chef de renseignement, qui a été retrouvé chez lui vendredi 28 février 2020 dans sa résidence. Suicide, meurtre, jusque-là la cause de sa mort, que plusieurs qualifient de mystérieuse, n'est pas connue. Monsieur Pius, sous le coup de plusieurs accusations, le général Kayimbi était en résidence surveillée, sous la responsabilité du parquet militaire. De quoi l'accusait-on exactement? Bon, d'abord, c'était une surprise pour moi d'apprendre le décès de ces vaillants combattants. Ce que je déplore dans le chef des Congolais, c'est du fait qu'ils se réjouissent de la mort de celui qui a été au front, qui n'a pas une couleur politique. Suivant la Constitution, son article 188,
l'armée, la police et les services de renseignement n'ont pas de couleur politique. Et s'apparenter à un acharnement. Vous vous souviendrez, je me suis posé la question. D'abord, il y a plusieurs versions, plusieurs hypothèses qui entourent sa mort. Et je me pose la question, à qui profite ces décès du chef de renseignement militaire? Qui a perdu? C'est la République démocratique du Congo qui a perdu. Et il était accusé, soi-disant, de vouloir renverser le régime actuel, d'achat d'armes. Il a été entendu au Conseil national de sécurité. Je donne les faits, selon ce que nous avons entendu, qu'il serait désarmé par la maison civile du chef de l'État. La garde lui serait retirée par la maison civile du chef de l'État. Est-ce vrai? Est-ce faux? Si cela est vrai, est-ce que la maison civile du chef de l'État a ses prérogatives de désarmer tout un général? Quelles sont les procédures pour dégrader un général? Était-il devant la justice et qu'on établisse sa culpabilité et après qu'il soit reconnu coupable, c'est en ce moment-là qu'on les désarme et qu'en cela qu'on les dégrade? On aurait appris qu'il serait dégradé, ses galons le seraient retirés et c'est sous ces coups-là d'émotion qu'il se serait donné la mort. Je suis au conditionnel. Oui. Et d'autres diront, après le premier interrogatoire, il aurait avoué certains secrets qui incriminent beaucoup de gens et que à la seconde audition, il ne pouvait pas livrer les secrets, qu'il serait mort avec le secret. Mais ce qui m'étique, c'est du fait qu'on annonce la suspension d'un général, notre général, à nous, ce sont les chancelleries occidentales qui jubilent. Qui se réjouissent. Alors que, quand vous prenez l'histoire des États-Unis, la guerre en Afghanistan, la guerre en Turquie, la guerre en Syrie, il y a eu beaucoup d'exactions de l'armée américaine. Ces militaires-là n'ont jamais été mis devant la barre. Même s'ils sont mis devant la barre, les Congolais ne le savent pas. Les pays africains ne jubilent pas. Mais pourquoi lorsqu'il s'agit de l'Afrique, l'Occident doit faire pression sur nos dirigeants pour se débarrasser de certains dirigeants politiques, pour faire plaisir à ces bandits? Moi, je les appelle bandits, puisqu'ils ne veulent pas le bien de ce pays. Voyez même la coalition qui est menacée, c'est une première. Si on le dit, c'est une première, puisqu'il y a eu passation de pouvoir. Mais, du temps de Kasavubu, Kasavubu est resté en vie, bien qu'il a eu un coup d'état de Mobutu. Après, il est mort. De la manière dont il était mort, ça n'a pas plu aux Congolais. On lui avait refusé d'aller se faire soigner. Mais pour les deux nègres qui s'entendent, l'un en vie, l'autre en train de gérer les pays, ça déplaît aux Occidentaux. Il faut qu'il y ait mort d'homme pour qu'eux se sentent heureux. D'où les appels, les visites, les pressions de part et d'autre. Les balais, je n'appelle même pas ça balai diplomatique, j'appelle ça balai diabolique. Puisque ça ne profite pas à l'État congolais. Ça profite à quoi? Lorsque vous demandez à ce qu'on mette fin à la coalition, vous savez les conséquences qui peuvent en découler. On en parlera. Prenez le temps, oui. Vous avez bien fait de prendre votre... Alors, M. Bolodjoa, ces accusations vis-à-vis du général Delphin Kayimbe, on va dire coup d'État, façon de le dire, achat d'armes pour déstabiliser, est-ce que c'était fondé? Bon, je ne sais pas si ce sont des informations officielles, mais ce qui est vrai, c'est que le général a eu à assumer de hautes fonctions dans le pays. Naturellement, l'État est obligé d'évaluer son action.
Mais il faut reconnaître que, comme l'a dit mon prédécesseur, Pius. Monsieur Pius, qu'il y a eu, le général a eu à poser des actes en faveur de la République. Il vous souviendra quand on avait, nous tous nous avons encensé le général Mamadou Ndala. Oui, oui. Il n'était pas seul au front. Ces actions ont été soutenues par le service des renseignements militaires. Et c'était le même général qui a eu à gérer la situation en termes de renseignements. Et dans leur organisation, ils s'occupent non seulement des informations sur le plan, du renseignement sur le plan interne, mais aussi sur le plan externe. C'est-à-dire qu'il a eu certainement à infiltrer les armées de pays voisins pour avoir de bonnes informations. Et c'est grâce à ces informations-là que nous avons pu organiser les assauts, on a pu organiser la riposte pour mettre fin au phénomène M23. C'est-à-dire qu'il a été un acteur majeur dans la réussite de tout ce que l'armée a eu à faire. Alors, ce qui veut dire que c'est un élément gênant, que ce soit sur le plan interne, surtout pour ceux qui sont de bras séculiers de l'Occident, mais aussi au niveau international, parce qu'il a eu à déjouer avec les autres le plan machiavélique qui a été développé par les ennemis de la République. Alors, aujourd'hui, qu'on nous apprend moi, personnellement, je n'ai pas assez d'informations, on nous apprend qu'il s'est donné la mort, je doute fort, parce que connaissant déjà le profil pour être le chef le chef d'état-major en charge des renseignements, c'est-à-dire que ça doit être un homme aguerri, un homme préparé sur le plan psychologique, sur le plan physique. Oui, un homme un homme de terrain en plus. De terrain en plus, se donner la mort. On doit nous aider à avoir de plus amples informations pour que nous ne puissions pas nous verser dans des rumeurs. Ce qui est vrai, c'est qu'on doit initier des enquêtes, et ces enquêtes doivent être indépendantes. Fort malheureusement, nous connaissons comment les systèmes fonctionnent. Nous risquons d'avoir des tapes à l'œil, et à la fin, il n'y aura rien de substantiel. Parce qu'il faut reconnaître qu'au niveau de l'armée, c'est un corps. Certainement qu'il avait aussi des gens qui lui faisaient confiance, qui dépendaient de lui. Alors, lorsque ces gens-là ont appris que leur général, leur chef direct s'est donné la mort, ils vont aussi se poser des questions comme nous ici. Oui, par rapport à leur propre sort aussi. Effectivement, si on n'arrive pas à gérer, à très bien gérer la situation, eh bien, nous risquons de créer d'autres événements fâcheux qui peuvent aussi mettre en mal le fonctionnement de l'État. Parce que moi déjà, bien que je ne le connaissais pas directement, mais je le voyais à la télé, il vous souviendra lorsque l'armée avait fait des prouesses au niveau de la partie Est, il y avait les chefs MG et tous les généraux étaient là. Lorsqu'on lui posait des questions, vous sentez qu'il y avait en lui un degré de nationalisme que l'on ne pouvait pas mesurer. Alors, lorsqu'on perd des gens qui se donnent pour la République, eh bien, nous devons nous poser la question si ce n'est pas la nation qui est ciblée. Voilà pourquoi nous demandons aux institutions de diligenter des enquêtes indépendantes, pas du genre ceux de Mouton, 15 millions, mais des enquêtes sérieuses pour que nous sachions de quoi il est effectivement mort. Ils doivent arrêter de nous manipuler avec des informations qui ne tiennent pas debout. Parce qu'on se pose la question, bon, il est mort chez lui à la maison, ça veut dire c'est peut-être quelqu'un alors de son entourage, si ce n'est pas un suicide, donc quelqu'un de son entourage, de son proche entourage. Non, mais le problème, c'est qu'il a déjà été humilié. On doit apprendre à respecter des gens qui se donnent pour la République. Si vous l'invitez, devant lui, il y avait qui? Il y avait des civils, il y avait des politiciens, des gens qui ne connaissent pas la discipline militaire, et vous les mettez sous pression, et à la fin, même s'il s'est donné la mort, ça c'est une forme d'humilier. Ces gens-là que nous voyons, qui ont accepté de servir sous les drapeaux, il a été dégradé. Il s'est donné. Ce n'est pas comme vous, les journalistes, vous êtes un peu libéral, vous faites vos actions, vous menez vos actions. Eux se sont donnés à se soumettre dans une forme de discipline. Depuis la formation jusqu'à la fin de sa carrière, il s'est donné. Ce qui sous-entend qu'ils n'ont pas la même discipline. Vous invitez des gens qui viennent de l'Europe, qui n'ont aucune maîtrise de leur fonctionnement, de leur discipline, pour le mettre sous pression. Alors, quand vous le mettez sous pression, même s'il s'est donné la mort, ces gens-là ne doivent pas rester impunis.
C'est ça l'état des droits, à mon sens. Voilà. Je signale les téléspectateurs que nous avons le 4e invité, M. Prince Epengue, qui aura la parole en dernier lieu. Ordre de préséance, hein, bien sûr. Alors, M. Walter Boula, une mort suspecte selon les proches du régime Kabila et de l'ancien procureur de la République, Félix Kabange-Numbi, qui pense que cela met à mal l'équilibre fragile des institutions. Vos co-débatteurs l'ont déjà dit. Alors, vous, comment vous interprétez ça, ce fait de mettre à mal? Qu'est-ce qui peut se venir ou advenir? C'est justement la question que je me pose, parce que je ne peux pas comprendre que la mort d'un militaire, un général de surcroît, et qui reste tout de même un militaire, puisse mettre à mal les bons fonctionnements des institutions du pays. Je ne comprends pas ce que M. Félix Kabange-Numbi a voulu dire par là. Mais je me dis que entendre mon co-débatteur de gauche, M. Pius, et M. Bolo doit parler, je me demande si nous voulons que ce pays soit vraiment en sécurité, une sécurité assurée. Vous savez, le général Delphin Personnam, d'ailleurs j'aurais dû commencer par présenter mes condoléances d'abord à sa famille biologique, à ses proches, ainsi qu'à tous les éléments de nos vaillants FRDC. C'est quand même quelqu'un qui s'est donné, il a travaillé pour le pays, pour la nation. Qu'il soit décédé, c'est une perte effectivement pour nos forces armées. Mais je me dis que toutes les questions, notamment soulevées par M. Pius, méritent des réponses. La première question, c'est de quoi l'accuse-t-on? Parce qu'il s'agit d'une question relative à la sécurité de tout un pays. Il y a des choses qu'on ne doit pas prendre à la légère. D'abord, au regard du poste qu'il a occupé. Il était le chef d'état-major général adjoint chargé du renseignement militaire. Mais c'est un poste important, un poste très délicat. De quoi l'a-t-on accusé? Il y a quelques fils d'information. On a parlé de déstabilisation du pays, mais c'est quand même des accusations très graves. Et quel que soit les rangs du soldat, quel que soit les rangs du militaire, qu'il soit officier ou sous-officier, mais du moment qu'on est accusé de tels faits, effectivement, la justice militaire ainsi que toute la haute hiérarchie du pays doivent s'intéresser sur la chose. Et qu'il ait été auditionné jusqu'à être suspendu de ses fonctions. Je pense que les gens qui l'ont auditionné et ceux qui l'ont suspendu de ses fonctions ne sont quand même pas nés de la dernière pluie. Ça signifierait qu'il aurait eu des éléments sur base desquels la suspension a été prononcée et décidée et appliquée. Ça, c'est de un. Et puis de deux, qu'on accuse l'Occident de jubiler, ça nous étonne aussi. Moi, personnellement, ça m'étonne également que les chancelleries occidentales aient, comme on dit mes co-débatteurs, jubilé. Oui, on a vu ils ont jubilé. Ils ont jubilé. Oui, madame, ce qu'il faut souligner, c'est que quand est-ce qu'il y a eu jubilation? J'ai lu aussi l'étude de l'ambassadeur Hammer. C'est lorsque le général a été suspendu. Oui, bien sûr. Jubilation n'a pas eu. Non, c'est pas pour nous. Non, ce n'est pas par rapport au décès. Oui. C'est par rapport à la suspension d'abord. C'est que les événements sont allés très vite quand même. Hein? C'est très vite parti. Quand il a été suspendu, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC a jubilé effectivement. Pour ne parler de jubilé, il a quand même fait un tweet où il s'est félicité que cette mesure ait été prise. Mais pourquoi? La pression est venue de lui. Mais pourquoi? Pourquoi? La pression est venue de lui. Mais je me dis que si Delphin Kaimbi n'avait rien à se reprocher, pourquoi ça s'est été donné la mort? Non, je pense que Bolonja a bien dit, il a été humilié. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que un militaire ne raisonne pas comme nous. Ce sont les gens qui ont juré sur les drapeaux. Ils sont face à la mort constamment, matin, midi, soir. Ils sont face à la mort. Nous dormons, nous mangeons. Eux sont dans la forêt. Il a dit, il y a une vidéo qui se fait voir. C'est un monsieur qui était vraiment... peu importe, je suis d'accord avec vous. Très important. Mais lorsque un militaire, part sur quoi? Pas n'importe quel militaire, un général. Pas n'importe quel général, chef d'état-major adjoint de renseignement. Vous le mettez devant le civil, qui ne connaissent rien de renseignement militaire. Vous l'humiliez, même nous qui sommes ici. Imagine-toi, je sors dehors, moi responsable, je suis humilié par les petits gamins envoyés par tel ou tel. Monsieur Pius, je pense que... Oui, je vais finir, oui. Monsieur Pius. Je pense que, je pense que nous devons être tout à fait
responsables lorsque nous traitons de certaines questions. Ça, ce n'est pas une question qu'on peut traiter à la légère, avec la passion, avec le cœur. Non, il faut que ça, c'est la tête. Tout à fait. Ça, c'est la tête. Vous avez évoqué la justice militaire. Oui, il fallait l'envoyer à la justice militaire. Non, justement, parce que... Il fallait l'envoyer à la justice. De toute façon, attendez. Au Conseil national de sécurité. Attendez. Mais à quoi sert les conseils nationaux de sécurité? D'abord, c'était un général. Il fallait d'abord qu'il soit... D'abord, la première étape était une mesure administrative. Il ne faut pas confondre les deux démarches. Il y a d'abord une démarche administrative, celle qui a eu lieu. Ensuite, la démarche judiciaire devait suivre au cas où effectivement il serait impliqué. Mais moi, je réponds à ce que je disais. Qu'il ait été suspendu, ça signifie qu'il y a eu des éléments probants sur base desquels il devait être suspendu. Et ce n'est qu'une mesure... Une suspension, c'est quoi? Ce n'est pas une dégradation, ce n'est pas une révocation. C'est une mesure préventive. On vous suspend d'abord le temps qu'on puisse mener les enquêtes, voir où est-ce qu'on peut y aller. Ça, c'est de un. De deux, l'Occident, l'ambassade des États-Unis d'Amérique, c'est là où j'étais. Nous savons que ces messieurs a déjà été, ces messieurs, les défunts Kaïmbi, a été sous sanction et des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne. Depuis 2016. Oui, depuis 2016. Donc ça signifie qu'il y a des choses qu'on lui reprocherait. Ça signifie qu'il y en a. Sinon, bon, on ne pouvait pas se lever un bon matin et puis dire, bon, on les suspend comme si ça était généraux. Non, il y a beaucoup de généraux. Pourquoi n'a-t-il que lui qui a été suspendu? Alors, et enfin, j'ai fini. Oui. Que la coalition soit menacée, c'est M. Pius qui l'a dit. Bon, je l'ai déjà dit, je ne vois pas en quoi la mort d'un général peut menacer la coalition, parce qu'un général est apolitique. Vous avez évoqué l'article de la Constitution. Non, je ne parle pas, la coalition est menacée par la mort du général, par le même qui ont jubilé sa suspension. C'est eux qui menacent la coalition. Ok, bon, ça c'est une autre paire de manches. Voilà. Et enfin, les déclarations de Félix Kabange Numbi, c'est surprenant. Si M. Kabange Numbi veut nous faire croire aujourd'hui que le défunt général était membre du FCC, qu'on nous le dise, et en ce moment-là, nous dirons qu'il y a eu violation des textes constitutionnels, parce que l'armée est apolitique. Alors, si le FCC a déjà commencé à recruter au sein de nos forces armées, alors ce ne sont plus les forces armées nationales, c'est que c'est une armée, c'est une milice kabiliste. À ce moment-là, il faut prendre d'autres mesures. Voilà. Monsieur Pengue, bonjour. Bonjour, madame. Voilà. J'espère que vous n'oublierez pas ce que vos co-débatteurs ont fait. Hein. Je vais vous laisser deviner ce que c'est. Alors, voilà. La mort du général défunt Kaïmbi plutôt, survenu le jour de son audition. A-t-on voulu le faire taire? Si oui, par qui? Si non, dites-le nous. Parce qu'on parle de décès et de mort ici, je voudrais primo commencer par garder une pensée pieuse à nos compatriotes de Djougou, où à nouveau il y a eu des massacres. Il y a eu des massacres pas plus tard qu'hier à Djougou, à nouveau plus de 21 personnes assassinées et tuées. À nouveau à l'est du pays. C'est une situation intenable, insupportable. Malheureusement, nous parlons de tout, nous commentons tout, et on a tendance à s'y habituer, ce qui est dangereux. C'est notre sang qui est versé, c'est les nôtres qui sont tués. On nous parle des prouesses de FARDC à l'est du pays. On nous parle des territoires déjà récupérés totalement à l'est du pays. Et pourtant, nos sœurs et frères continuent à se faire assassiner comme hier. Ce malgré les différents accords de trahison que Félix est en train de signer nuit et jour avec Kagame, avec Museveni. Je reviens à votre question, madame. Vous savez, un général ne peut pas mourir comme une mouche comme ça. Si il est mort, certainement qu'il y a une cause, même si on dit qu'en Afrique, il n'y a pas de mort naturelle. Mais pour son cas, il y a lieu, comme les co-débatteurs ont dit, de diligenter une enquête sérieuse, indépendante, pour savoir les circonstances de sa mort. Il y a plus de questions que de réponses par rapport à la mort du général. On parle de la mort, parce qu'à ce moment-ci, on ne saura pas dire s'il a été assassiné,
empoisonné, tué ou tout ça. Donc, on parle de la mort. Mais je pense que nous avions toujours dit que les deals Félix et Kabila, l'arrangement particulier qui échappe à tout contrôle constitutionnel qui a été signé à Kingakati notamment entre Félix et Kabila, cet accord-là fera des victimes. Il y aura encore des victimes et beaucoup de victimes. Je pense qu'au sein de la MOCA, nous avons compris les jeux. Félix et Kabila créent une situation quasi diabolique. Ils les mettent en plein cœur de l'enfer. Ils nous demandent à nous, peuple, de descendre dans les enfers pour régler le problème ou commenter le problème. Je crois que je vais me limiter par là. Ce qui est vrai, je ne sais pas si ce monsieur-là était un patriote ou un général qui répondait aux ordres à la solde de Kabila. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la vie est sacrée. Et peu importe ce qu'il a été. Supposons qu'il avait été en connivence ou il aurait fait des trucs non orthodoxes. Eh bien, je pense qu'il y a des instances pour s'occuper de cela. Il y a trop de coïncidences par rapport à la mort de ce monsieur. La semaine où il est suspendu, la semaine où il est interrogé, c'est cette même semaine où il s'effondre, on nous dit qu'il aurait été, s'est pas fait une crise cardiaque et tout ça. Nous ne sommes pas suffisamment outillés pour spéculer ou commenter là-dessus. La seule chose que je peux dire, c'est que voici les conséquences de cette fraude électorale dont nous vous avions dit. Cette fraude électorale fera des victimes. Aujourd'hui, ce n'est pas une première. Certainement que les deux camps, FCC et Cash, qui sont, je dirais, tous des créations de Kabila, à un moment donné, vont s'entretuer. Les Romains vont s'empoigner là. Parce que les fruits du vol divisent plus qu'ils n'unissent. Aujourd'hui, il s'agit de partager les fruits du vol, les gâteaux qu'ils ont volés au peuple. Et or, les FCC veulent prendre la part du lion, les Cash ne veulent pas se contenter de miettes. Donc, il y aura toujours entre deux voleurs, un qui voudra avoir le dessus sur les autres. Et à ce moment-là, vous verrez, vous assisterez à des choses le plus loufoques possible. Mais quand ça concerne la vie d'un général, c'est pas n'importe qui, c'est un général. Nous voudrions qu'il y ait des enquêtes, déterminer les circonstances de sa mort. Bien entendu, nous présentons les condoléances à sa famille biologique et à ce qu'on appelle la Grande Muette, l'armée congolaise. Je ne saurais pas dire si ce messier-là a servi réellement la nation ou pas. Ce qui est sûr, c'est que la vie est sacrée. Et personne n'a droit d'ôter la vie de manière non naturelle ou gratuite, peu importe la raison. Monsieur Pius? Je pense que, madame, il y a certaines choses qu'il faut remettre sur la table. Il ne faut pas venir faire des déclarations juste pour se faire plaisir et oublier la vaillance de certains fils de ce pays. Je veux partir du rapprochement du général Kayimbi avec le FCC. Nul n'ignore que ce soit le cas. Apparemment, madame, il a repris la parole lui-même, mais ce n'est pas vous qui lui avez donné la parole. Non, vous avez dit que vous arrêtiez là. Oui, mais c'est vous qui distribuez la parole. Je ne pense pas que... Je connais comme journaliste, mais apparemment, là, il fait les deux. Mes excuses. Monsieur Romain, vous avez la parole. Voilà. Je pense que ce n'est pas vous qui... On va faire tabac. Qui distribuez les paroles ici. Il faut faire... Non, il faut être cohérent sur la table. Il ne faut pas se faire victime à tout moment. Je fais la corrélation entre le général Kayimbi et le FCC. Nul n'oublie que le FCC est l'émanation du PPRD. Le PPRD est l'émanation de l'AFDEL. L'AFDEL est venu avec les Katogo. Donc, la plupart de ceux qui sont dans ces camps ont été dans l'armée avec le général. Voilà la plupart de ces déclarations. Il n'est pas membre du FCC, ni l'armée n'est pas apparentée à la politique. Il faut faire cette
démarcation. Puisque la table ici, s'il vous plaît, la table ici, elle est pédagogique. Elle n'est pas une table plaintive. Je pense que mon frère qui est en face de moi a été beaucoup plus... Monsieur Bolodjo a été plus lucide. Ce monsieur-là a été au front. Lorsque l'armée est au front, on ne connaît pas les gens qui sont au front. Mais on apprendra qu'il y a un qui est décédé. On viendra nous dire ici, on ne sait pas s'il était patriote. Ça, c'est craché sur la mémoire de nos voyants militaires. Ces gens-là souffrent. Si nous sommes, nous, aujourd'hui, sur cette table, parce qu'ils sont en train de repousser l'ennemi là où il est. À supposer que l'ennemi vienne ici, comme on le dit, on entend ici, la complicité de tels, les complots, on signe de tels documents avec Kagame. Hier, c'était Kabila qui était au cœur des accusations. Il est parti. Il a laissé, par sa bonne foi, il a appelé l'actuel chef de l'État à Jélem pour aller prendre ce qu'il est allé prendre là. Même pour une simple ouverture des barrières, regardez comment le Congolais a laissé ce qui est utile pour se verser dans les futilités. Comme si cette barrière-là a freiné la marche économique de ce pays. Or, la route-là mène directement à la résidence de l'ancien chef de l'État. Il n'y a pas une autre sortie. C'est une grande personnalité. Même aujourd'hui, si Félix, le mandat s'est terminé, c'est une grande personnalité qui a droit à la protection. N'est-ce pas? Mais lorsqu'on vient sur la table avec les lamentations, il y a eu fraude électorale, il y a eu ceci, c'est du passé. On doit aller de l'avant, voir. Ici, nous parlons de la mort d'un général, les circonstances de sa mort. Il y a eu plusieurs versions, plusieurs hypothèses qui sont soulevées. On ne peut pas dire ici qu'il est mort comme ça, puisqu'il y a eu ça. Attention que la justice ne te récupère pas pour que tu sois le témoin à la justice. Ici, nous sommes en train d'analyser le fait. Voilà, en tant que général, mon frère Bologna a dit, Bolodjoa, il ne peut pas être devant le civil. Un militaire a un autre esprit. Il n'a pas notre esprit. Ce sont les gens qui sont formés d'une autre manière. Ils raisonnent autrement, ils voient les choses autrement, ils ne voient que l'intérêt supérieur de la nation. S'il serait reproché de certaines choses, voilà là où je me dis, il n'y a pas le secret d'État. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas mettre à la place publique. Oui, qu'il ne fallait pas que ça fuite. Hein. Il ne faut pas que ça fuite. S'il est inculpé de chef d'accusation, vous le mettez devant la justice militaire. En ce moment-là, soit il y aura un procès populaire et on verra qui est impliqué là-dedans, qui n'est pas impliqué. Maintenant, là, on pense qu'il y a eu de l'acharnement. Il a dit devant les civils, vous lui posez des questions, et quel type de civils? C'est la diaspora qui est venue de l'Europe, on les met là-bas, vous entendez un général qui a passé 23 ans. Pourquoi on a du mal à accepter cette diaspora-là? Non, on a du mal, pourquoi? Mais puisqu'elle elle nous a fait rêver le ciel et la terre. Elle a été en Europe, elle a combattu, d'ailleurs il y a une vague qui est arrivée. Si nous sommes là, si nous sommes, on vient là-bas, une simple fuite de correspondance. Quand la correspondance sort, vous regardez les fautes d'orthographe, on se dit, c'est l'amateurisme au sommet de l'État. Alors, pourquoi on doit accepter cette diaspora alors que mon frère Bolondjo, tel qu'il est là, un intellectuel, ne mérite-t-il pas cette place qu'il fallait prendre les gens qui lavaient les assiettes en Europe, Prince Penguela, ne mérite-t-il pas? Est-ce qu'il fallait faire venir les gens qui ont fui ces pays pour des raisons qu'eux-mêmes le savent, que nous amener ces... Donc, il faut se dire que nous devons respecter notre armée. C'est un général de l'armée. J'ai posé la question, à qui profite la disparition du chef de renseignement militaire? C'est la question intelligente qu'il fallait poser dès le départ, monsieur. Non, je l'ai posée. À qui profite plus que sa suspension? Vous l'effleurez à peine. Bon, je crois que c'est la question fondamentale. Non, vous ne m'avez pas suivi. Si, je l'ai écrite. À qui profite? Oui, au début, quand j'ai posé la question, à qui profite la disparition du chef? La parole est maintenant à M. Bolodjoa. On l'a entendu ici, cette suspension a réjoui, s'il faut utiliser le terme, l'ambassadeur des États-Unis, M. Nzita, des fois il s'appelle Kazadi, on ne sait pas. Voilà. Oui, Amer Nzita, Amer Kazadi, ça dépend. Il devient congolais. Voilà, ça dépend. Selon ses humeurs, il prend des noms congolais. Alors,
Peter Pham aussi s'en est réjoui et il y a une certaine opinion, hein, c'est pas moi qui le dis, pense que le fait que ça intervient, cette circonstance soit intervenue quelque temps après la mort de l'ex-patron de l'ANR, Kael Moutonde. Pas la mort, il n'est pas mort. Disons l'interpellation de Kael Moutonde. Bon, est-on en train de couper l'herbe sous le pied de Kabila? Bon, si c'est ça l'intention, ça ne peut qu'être salué. Mais comment y arriver? Ben, si on doit se poser la question, à qui profite la mort du général, je crois ceux qui l'ont interpellé n'auront plus un grand travail à faire parce qu'il y a déjà la personne soupçonnée. Parce que si on considère qu'il avait l'intention de préparer un coup d'État, c'est que sous-entend la personne qui devait être abattue ou qui devait être inquiétée, ça allait être le président de la République, pour donner un sens à cette théorie de complot. C'est-à-dire que si il avait l'intention d'éliminer un président de la République en fonction, et que lui-même se soit donné la mort, entre guillemets, cela sous-entend que l'objectif ne sera pas atteint. Et donc, le premier bénéficiaire... Il n'est pas le seul. Non, mais effectivement, le premier bénéficiaire, serait la personne qui prétend avoir été menacée par le général. Et puis, deuxièmement, les ennemis de la République. Parce que, madame, il y a... par moments, nous nous laissons emporter par des émotions. Mais ce qui est vrai, il faut d'abord partir de l'idée que la communauté internationale n'est justement qu'une juxtaposition d'intérêts. Ça serait naïf de notre part de considérer que tous ceux qui vont s'élever contre l'Occident seront bien vus par les Américains ou par cet Occident. Il vous souviendra que Emery Patrice Lumumba, qui était un patriote, qui avait défendu les intérêts des Congolais, a été mal vu par la communauté internationale. Et ce qui est aberrant, il a été tué pour avoir commis un crime que le juriste appelle lèse-majesté. C'est-à-dire que par les simples mots, il a été classé parmi les hommes à abattre. Et on l'a tué devant nous. Et maintenant, pour nous présenter le mauvais côté, on nous dit non, voilà, il était communiste. Bon Dieu. Il peut être communiste, mais pour l'intérêt des Congolais. Mais le fait que la population a été naïve, on a présenté Lumumba comme un homme à abattre, nous avons cautionné, Lumumba est mort, et on nous dit non, voilà, c'était lui qui était le point de blocage. 60 ans après, rien n'a changé. Tout à fait. C'est-à-dire, tout ce que Lumumba disait, c'est ce que nous vivons. La même chose. Moi, je ne dis pas que Kabila, c'était un diable. Il avait des faiblesses, c'est vrai, mais les généraux qui ont servi à côté de Kabila n'ont jamais voulu accepter qu'il y ait la balkanisation. Ce qui est surprenant, on fait la chronologie des faits. 1. M. Félix Tshisekedi nous dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Il a été soutenu par la communauté internationale, et plus précisément les Américains. On nous dit qu'il y a eu des rencontres au Congo. Je prends ici le comité de suivi de l'accord a eu à financer une rencontre du 13 au 15, ici au Congo. Et les Tutsis, entre guillemets, congolais, qui prétendent être de Banyamulenge, ont fait la promotion de leur démarche. C'est-à-dire, ils nous ont démontré à suffisance qu'ils doivent avoir de l'espace. Ils ont fait référence à certaines dispositions, entre guillemets, des décrets de 1800 et consorts. Or, nous savons qu'ils ont leur plan. Et la meilleure manière de nous atteindre, c'est d'éliminer les éléments majeurs de notre lutte. Nous ne devons pas nous laisser emporter par des émotions. Qui nous dit que le général ne fait pas partie de la stratégie? Qui nous dit que ça ne fait pas partie de la stratégie de la balkanisation? Quels que soient les méfaits de notre armée, en ce moment, nous devons être solidaires. On ne peut pas accepter qu'on élimine nos éléments parce que c'est ça aussi une stratégie pour nous fragiliser. C'est qui sous-entend que la démarche... Surtout quelqu'un qui détient les renseignements. Non, mais effectivement, mais c'est ça, les poumons, l'épicentre ou sinon le socle de l'armée, c'est d'abord le renseignement. Parce que vous pouvez déployer vos militaires, mais si vous n'avez pas suffisamment de renseignements, contrairement à l'information que vous, les journalistes, vous gérez, c'est-à-dire dans les renseignements, on traite l'information et on en fait un renseignement. C'est quelqu'un qui connaît
tout ce qui s'est fait ici, que ce soit au niveau du pays, que ce soit en dehors du pays. Parce que le renseignement militaire entre aussi dans d'autres pays pour avoir des informations. C'est-à-dire qu'on vient d'éliminer un élément majeur. Notre inquiétude réside à ces niveaux-là. C'est vrai qu'il y a autant de coïncidences. Nous ne voulons pas faire des procès d'intention. Nous ne voulons pas incriminer des gens. Mais le fait qu'il n'y a pas assez d'informations, nous nous poussons à réfléchir. Mais ce qui est quand même surprenant, lorsqu'on dit qu'on s'attaque à Kabila, c'est-à-dire que la démarche n'est bien que de s'ouvrir. Parce que pour bien attaquer Kabila, il faut éliminer tous les généraux. Il faut éliminer tous ceux qui ont travaillé dans les services de renseignement. Il faut éliminer ceux qui ont travaillé dans l'administration. Il faut éliminer tous ceux qui ont travaillé dans... pas tous, mais les poids lourds. Non, mais attendez, mais qui vous dit que ces poids lourds-là ne comptent pas sur le faible? Parce que ce qui est vrai, c'est que la meilleure manière de faire partie Kabila, c'était d'accepter la vérité des urnes. C'était d'imposer la sincérité des élections. Si M. Félix Tshisekedi considère qu'il doit couper, comme vous l'avez dit, l'herbe sur le pied de Kabila en éliminant les individus, ou sinon, pas éliminer dans le sens de tuer, mais en écartant certains individus, c'est qu'il sous-entend, il ne croit pas que Kabila ait la majorité parlementaire. Parce que ce qui est vrai, d'après l'esprit de la Constitution, M. Félix Tshisekedi, si nous restons dans ce qui nous a été dit, bien que je ne crois pas vraiment, M. Félix Tshisekedi aurait séduit la population en obtenant 7 50 000 voix. La population a refusé de donner confiance aux députés présentés par M. Félix Tshisekedi en votant pour les gens du FCC. Non, ce sont des choix. Parce que leur thèse ne peut tenir que si M. Félix Tshisekedi a été élu, donc M. Kabila a obtenu la majorité. Au cas contraire, toutes les fausses vérités, toutes ces théories-là tombent. Parce qu'il faut savoir que nous avons organisé des élections le même jour, la même heure, la même CENI, les mêmes circonscriptions, le même bulletin de vote. S'il dit qu'il a été élu et que Kabila s'est créé une majorité factice, c'est qu'il sous-entend que les élections étaient mal organisées, c'est qu'il sous-entend qu'il n'a pas été élu. C'est clair. Alors, moi personnellement, je me dis, on doit éviter d'amener le pays dans le chaos. Si on doit commencer à éliminer, on touche aujourd'hui le DEMIAP, on va toucher l'ANER, parce qu'il ne faut pas oublier que ce soit le AG qui est là, que ce soit les AGA ont travaillé pour Kabila. Faut-il éliminer tout le monde pour asseoir son pouvoir? C'est très dangereux, madame. Et en éliminant, madame, on risque de créer un autre corps de frustration qui risque de venir vous déstabiliser. Et là, ce sont des hypothèses. On ne dit pas que c'est vrai. Pour ne pas être poursuivi par le nouveau fort du pouvoir. Monsieur, c'est candidat potentiel à la prison. Monsieur Walter, au moins de 2 semaines, l'Union africaine, le Royaume-Uni et les États-Unis ont envoyé des émissaires. Nous l'avons tous vu. On l'appelle balai diplomatique. Monsieur Pius dit balai satanique ou diabolique, supérieur, je ne sais pas moi quoi. Alors, des émissaires ont envoyé chez Joseph Kabila. Paul Ockright, Peter Pham, Smaïl Chergui, pour ne citer que ceux-là, qui avaient une mission pour persuader, selon Jeune Afrique, qui est notre source, persuader Kabila de faire des concessions, de laisser une certaine marge de manœuvre à Félix Tshisekedi. Alors, la question que moi je vous pose, c'est en quoi Kabila serait-il gênant? Puisque le même Félix Tshisekedi n'arrête pas de prôner devant micro, caméra, que cette alternance a été faite de manière pacifique, qu'il n'y a rien à craindre, qu'il ne veut pas de la dislocation de cet accord, de cette coalition FCC-Cash. Alors, en quoi Kabila serait-il gênant? Et sinon, comment il serait gênant? Ok, merci madame. C'est une question tout à fait pertinente. Mais avant d'y répondre, je voudrais revenir un peu sur des choses que j'ai entendues autour de ce plateau. Je ne comprends plus où est-ce que je me trouve. Sincèrement, je ne comprends plus. Peut-être être seul, là. Vous n'avez pas besoin d'être quelque part. Non, moi, je ne comprends plus. Je ne comprends plus rien. Oui. Vous savez, lorsqu'on aborde des choses aussi sérieuses, des choses qui engagent même la sécurité de notre pays, vous savez, les défunts généraux dont nous parlons, tout le monde autour de ce plateau le reconnaît. Il a occupé des fonctions stratégiques et très délicates. Il était le chef du renseignement militaire. Et la survie même du Congo en tant qu'État, je crois que je l'ai déjà dit sur ce même plateau,
réside dans une large mesure sur le renseignement aussi. Alors, lorsque nous traitons des questions aussi sérieuses comme ça ne sert à rien de ramener les gens à des inepties, permettez-moi l'expression, inepties, genre les accords signés par Kabila, Tshisekedi, Museveni, l'ONU, tout ça. Ça, c'est un débat dépassé, un débat. Donc, ça, ce sont des chimères. Non, mais dont les effets peuvent se ressentir aujourd'hui. Les effets sont là. Je vais vous montrer que c'est tout à fait faux. Ok. Ce sont des chimères. Entendre M. Bolodjo, il a insisté sur les termes éliminés. Heureusement qu'il a dit ça au conditionnel. Mais la question que M. Pius a posée, la question que nous posons tous, à qui profiterait la mort du général Delphin Kayimi? Je pense que ce n'est pas à Tshisekedi en tant qu'individu. Ce n'est pas non plus à la République démocratique du Congo en tant que pays. Au contraire, la mort de ces messieurs, c'est une perte pour les pays. Parce qu'il avait avec lui des informations précieuses, très délicates, qu'il aurait dû mettre à la disposition de la justice pour voir éventuellement s'il n'y aurait pas eu effectivement un complot de déstabilisation de l'État. Alors qu'il soit parti. Bien sûr, ça peut vous faire rigoler, mais c'est tout à fait normal. Et qu'il soit parti. Ces informations, on ne les aura plus jamais. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle le secret d'État. On ne livre pas n'importe qui. Ok, très bien. C'est vrai. Très bien. Il faut faire attention. S'il était devant le chef de l'État, on ne livre pas devant n'importe qui. On ne livre pas devant n'importe qui. Je continue. Je vais y revenir. Vous allez je sais que si on tu peux livrer le secret de l'État à un ennemi, ça se tourne contre la République. Il faut faire très attention. Il ne faut pas prendre la question à la légère qu'il avait des secrets, il fallait livrer ces secrets. Non, il faut faire attention. Puisque histoire à la légère. Non, je ne voulais pas le banaliser. Non, je vais vous ramener dans ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Attendez. Très bien. Alors, j'ai entendu ici les gens insister sur le fait que le général aurait été placé devant les civils. Mais quel civil? Quel civil? La diaspora. Non, pas forcément la diaspora. Je me demande d'où est cette information. Si nous avons tous accès aux mêmes sources, à moins qu'il y ait d'autres sources auxquelles nous n'avons pas accès. Monsieur Romain est journaliste. Oui. Le Conseil national de sécurité n'est pas n'importe quel journaliste. Ce n'est pas n'importe quel journaliste qui peut avoir accès à n'importe quelle information. Vous êtes des journalistes d'information de carrière, vous le savez. Je n'ai rien à vous apprendre. Oui. Il y a des journalistes qui ne font que recouper auprès des autres. Lu pour vous. Vous savez de quoi il s'agit. Alors, oui, il s'agit de quel civil? Lorsque nous prenons les conseils spéciaux du chef d'État en matière de sécurité, ce n'est pas n'importe quel civil. C'est un civil. Non, j'ai dit ce n'est pas n'importe quel civil. Mais vous l'appelez du moins civil. Mon frère, je ne vous comprends pas. Il s'agit, attendez, doucement. Pierre Lumbiela, il a été conseiller en matière de sécurité. Bon, Jean Bouillon a été conseiller en matière de sécurité. Il occupe quel poste? Non, il faut être cohérent. Je suis le plus cohérent possible. J'ai dit ceci. Lorsqu'il y a les conseils spéciaux du chef d'État en matière de sécurité, c'est un civil, mais ce n'est pas n'importe quel civil. Ça, c'est 2. L'AG de la NER, c'est un civil, mais ce n'est pas n'importe quel civil. Et puis, il y avait aussi l'auditeur général des FARDC, qui est bien sûr un militaire. Alors, lorsque vous insistez sur le mot civil, je vous ai dit au départ, il y a d'abord une démarche administrative qui n'est pas à confondre avec la démarche judiciaire. Apparemment, vous voulez mettre tout dans le même sac. Ça, c'est un élément. Et un autre élément. La mort même du général. Pour savoir, bon, vous avez dit que c'est une mort suspecte, mais autour de lui, ses proches, il y a eu même contradiction. Lorsque vous dites élimination, M. Bolodjo a insisté sur le terme élimination. Pour son cas, je n'ai pas parlé d'élimination. Non. Je me demande... Non, pour son cas, je n'ai pas parlé d'élimination. Non, vous n'avez pas compris. Nous avons dit... Il y a eu plusieurs versions et plusieurs hypothèses. C'est par là que nous avons commencé. Voilà, ne dis pas que nous avons dit il y a plusieurs versions. Monsieur Pius. Sa femme parle de malaise, sa fille parle de pendaison parce qu'on aurait trouvé un pagne à côté de lui. On a parlé de... On a parlé de suicide. Attendez. Ça ne vient pas de moi. Et on parle même d'une balle. Vous n'avez pas l'information. C'est une certaine étant donné que ce sont des rumeurs, justement, nous pouvons plusieurs versions. Il y a plusieurs. Voilà pourquoi nous analysons. On fait le recoupement. On ne dit pas que ce que nous disons c'est vrai. Non, je n'ai pas dit que c'est vrai. Personne n'a l'information. Je n'ai pas non plus dit que c'est faux. Mais parce que vous avez insisté sur le terme élimination.
il faut contextualiser. Je n'ai pas dit par rapport à lui. J'ai dit par rapport à la Éliminer question, ceux éliminer qui les éléments majeurs. Je vais y arriver. Éliminer les éléments majeurs. Qui éliminerait qui au profit de qui? C'est une C'est question. la grande question. J'ai donné la réponse. J'ai J'ai dit les ennemis de la République. Lesquels? Mais ils sont nombreux. Ils sont Lesquels? nombreux. Allez-y, Il faut citez-les. citer les noms. Citez. Mais les Vous voulez ennemis que je de... cite les États-Unis? Vous Vous voulez que je cite Non, la Belgique? Walter, les ennemis de la Finissez, s'il vous plaît, République votre- peuvent être les Congolais, des mèches avec Oui. l'Occident, Oui, donc des je mèches vais- avec le pays Oui, africain. je Non, il ne faut pas citer je les vais noms. conclure, je vais conclure. Oui, concluez. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. Le général Delphin Kayimbi a été suspendu et après la suspension, il est décédé. De quoi est-il mort? Suicide, mort naturelle, crise cardiaque, on ne comprend pas. Mais je dis que sa mort, c'est une perte pour le pays. Mais je me dis aussi que c'est quelque chose qui ne profite pas au pays. Il aurait dû être vivant. Parce qu'il y a des informations qu'il devait livrer par rapport à ce dont il est accusé. Apparemment ici, la vie de la personne, elle est précieuse. Oh, très bien. Mais nous devons aussi songer à la sécurité même de la République démocratique du Congo en tant qu'État. Et au cas où, parce que nous ne savons rien, s'il arrivait qu'effectivement, monsieur, ce serait compromis dans une opération genre à déstabiliser le pays. Si. Au profit, Oui, au profit oui, de qui? nous disons C'est tous tout ça. conditionnel parce que c'est ce dont il est Parce reproché. que lorsque vous entendez ceux de FCC comme C'est ce dont il est reproché. Henri Mouvassakani qui a dit que cet acte ne va pas rester impuni. Ah, mais oui. Ils vont réagir. Ça veut dire que qui accuse-t-il? Justement, c'est là où on ne comprend plus rien. Ah bah monsieur. Ah, c'est là où on ne comprend voyez plus que vous rien. ne Vous voyez comprenez rien. que vous ne comprenez rien, mais Non, vous mais- insistez. Non, non, Vous c'est une insistez, réserve. mais oui. Quand j'ai dit on ne Non, comprend plus rien, c'est ma manière Non, mais à moi voilà de mettre- pourquoi nous Voilà réfléchissons. pourquoi nous nous analysons. réfléchissons, Nous sommes nous en train de analysons. réfléchir. On fait le regroupement, on prend les Nous hypothèses, sommes en les train de versions qui réfléchir. sont. Voilà, Nous sommes en train de laissez réfléchir. maintenant M. Pengassi émettre son avis par rapport à cette question. Êtes-vous d'avis que Félix Tshisekedi, déjà, en posant cette question, je me dis déjà, je connais la réponse, mais n'empêche, comme on va dire, nous sommes sur un plateau pédagogique. Êtes-vous d'avis, comme le pense la communauté internationale, que Félix Tshisekedi n'a pas une certaine marge de manœuvre, qu'il serait, on va dire, il serait étouffé par Kabila? Merci madame. Je me réjouis parce que vous n'êtes pas comme certains qui restent toujours dans l'actualité, qui ne nous invitent que pour commenter l'actualité. Je dis souvent que les journalistes doivent avoir la mémoire de ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. Vous savez, peu après sa nomination par Kabila, Félix Tshisekedi avait effectué un voyage au Kenya, où il rencontra le président français Macron, qui à cette période déjà en 2018 lui avait demandé, en 2019 lui avait demandé de s'affranchir de M. Kabila, de demander, de s'efforcer à avoir son indépendance vis-à-vis de Kabila. Et partout où il va en Europe pour chercher la légitimité, c'est la seule chose qu'on le lui demande. Peter Pam est arrivé ici, a vu le président élu Martin Fayulu, a vu les cadres du FCC et s'est même déplacé, a vu les camps Félix et est allé à Kingakati voir l'ayatollah de Kingakati, le véritable détenteur du pouvoir Kabila. Et il lui a demandé expressement, Peter Pam a demandé expressement à Kabila de laisser un peu de marge de manœuvre à Félix Tshisekedi. Madame, c'est quand même honteux, c'est humiliant pour un peuple qui a, pour ainsi dire, une certaine grandeur. On a connu des grands dirigeants dans ce pays. Est-ce que vous comprenez qu'un Américain quitte son pays pour venir au Congo, demander à celui que vous appelez ancien président de laisser un peu plus de liberté à celui que vous qualifiez de nouveau président? Vous trouvez ça normal? Si aujourd'hui, Félix Tshisekedi multiplie les voyages et a même prétendu vouloir dissoudre l'Assemblée nationale,
c'est au fin de s'enfranchir du système Kabila. En quelque sorte, il est dans la démarche de neutraliser Kabila politiquement, tout en oubliant que Kabila a été déjà neutralisé politiquement de la plus belle manière, le 30 décembre 2018, par le vote des Congolais. Les Congolais avaient mis fin au règne de Kabila, au système de Kabila, en allant votant ces jours-là. Les Congolais auraient pu chasser Kabila. Vous vous rappelez de la marche du 15 janvier 2015, 19 janvier 2015 et celle de 19 septembre 2016 avec le carton jaune. Pendant 4-5 jours à Kinshasa ici, personne ne sortait. En réalité, c'est Félix qui a sauvé Kabila de sa belle mort politique. Aujourd'hui, prétendre vouloir se débarrasser de Kabila, alors que c'est lui qui a permis à Kabila d'avoir le second souffle, est une contradiction qui ne passera pas sans être soulignée. Bien, j'ai été reproché de manière indirecte ici que voilà, c'est comme si j'étais en train de faire le contresens, ce qu'a été le général Kaimbi, c'est ça? Oui, Kaimbi. Je pense que le Congo est déjà un pays au monde où on a vu un citoyen d'un autre pays venir et être à la tête de l'armée. Parce que n'oubliez pas que sous Kabila, James Kabarebe a été le chef d'état-major dans ce pays-ci. Et il a occupé les mêmes fonctions au Rwanda. Nous l'avions toujours dit, l'armée congolaise, il y a des vrais généraux. Il y a des officiers patriotes. Il y a des officiers dignes héritiers de Lumumba, de Kasavubu, de Mobutu, qui veulent garder les frontières du Congo inviolées. Mais il faut le dire également que dans cette même armée, une bonne partie est infiltrée. À tous les niveaux, l'armée congolaise est infiltrée par des gens que Kabila a eu à s'aimer comme de la bonne graine partout, à tous les niveaux. Le président de la République, véritablement élu Martin Fayulu, a eu déjà demandé à mettre reprise à nos militaires, à nos vaillants militaires, de dénoncer l'infiltration de l'armée. Le mois passé, vous avez entendu un village où il y a eu des massacres à Beni, où les gens qui sont venus tuer, assassiner, violer nos mamans à Beni, portaient des tenues de FARDC. Il y a eu des rapports de la MONUSCO ici, il y a certains cadres, même de l'armée congolaise, qui ont été indexés d'avoir coopéré avec l'ennemi. Est-ce qu'une telle armée peut gagner une guerre? La Bible ne dit-elle pas qu'un royaume divisé à son sein ne saurait pas résister aux attaques de l'ennemi? Donc, posons-nous de bonnes questions. Ce n'est pas faire le contresens, ce qu'a été Kaimbi. Je l'ai dit, je ne les connais pas. Était-il patriote? Je ne sais pas. Était-il trop proche de Kabila? Et quand on est trop proche de Kabila, on ne peut que défendre les intérêts de Kabila. Ça, c'est naturel. C'est dans l'ADN de tous ceux qui ont servi Kabila. Même lui, mon compatriote qui est en face de nous ici, c'est un kabiliste qui ne peut venir que pour défendre les intérêts de Kabila. Lequel vous en avez deux? Monsieur Pius? Monsieur Pius. Tu m'as donné la on le carte. connaît. Monsieur, C'est je un suis kabiliste journaliste. Et qui fait son travail bien pour Kabila. Prince Epengue, je suis journaliste. C'est mon temps de parole. Vous me répondez. Je dis Prince, je suis journaliste, du respect. Ma part de parole. Ah, ok. Donc, quand Monsieur Walter parle de, voilà, il a été entendu devant devant le civil, c'était une démarche administrative. Que la démarche soit administrative ou pas, toutes ces deux démarches, qu'il ait été entendu par les militaires ou les civils, toutes ces deux démarches visaient un seul objectif. C'est qu'il devait livrer un certain nombre d'informations. Tout à fait. Donc, on vous le dit, et quand les autres disent, notamment mon compatriote en face, que voilà, un militaire ne livre pas certaines informations à n'importe qui. Même au niveau administratif, plutôt, il y a des informations qui sont sensibles, qui ne peuvent être livrées à n'importe qui. D'où je me dis,
nous, au sein de la MOCA, nous évitons pour l'instant d'entrer dans cette affaire parce que c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, Félix et Kabila ont créé un enfer et on nous demande à nous d'aller dans cet enfer pour régler les problèmes. Ils ont commencé cette affaire-là, les deux, notamment à Kingakati. Les conséquences sont là palpables parce qu'on me dit, oui, la vérité des urnes, c'est fini, c'est dépassé. Ce n'est pas du nouveau, ça. Quand il y a eu fraude électorale en 2006, on nous a dit, c'est fini, les trains en marche. Quand il y a eu fraude électorale encore, quand Kabila a récidivé, contre Papa Etienne Tshisekedi, on nous a dit non, laissez passer, Kabila est déjà élu et tout ça. On arrive en 2018 et on nous dit, oui, c'est dépassé la vérité des urnes, mais ces trains en marche, on ne sait pas quand est-ce que ces trains arrivera à la gare. Et je vous l'ai dit, les conséquences de cette fraude dont vous parlez, non, ça a été, on a triché, c'est fini, maintenant ça fait une année que Félix est là, même s'il est ici de la tricherie, laissons-les aller. Mais la principale victime, c'est qui? C'est notre peuple. Et ce peuple souffre. Vous et moi, nous habitons la cité. Bon, peut-être que vous habitez à la Gombe, vous êtes dans les salles climatisées. Moi, je suis un fils de la cité. Je sens que nous sommes devenus un peu dans la situation qu'avait dit Général Yassens. Après l'indépendance égale avant l'indépendance. Au Congo, là, après les élections du 30 décembre 2018, est devenu pire qu'avant les élections. Pourquoi allons-nous aux élections? C'est pour espérer qu'il y ait un changement qualitatif, non seulement de la vie des gens, mais de la manière dont on gère le pays. Quand vous regardez tout ce qui se passe actuellement, détournement de millions de dollars, escroquerie, assassinat, les avions qui tombent comme des pommes partout, et il y a un sérieux problème. Félix ne sait pas où il nous amène. On croirait qu'on a pris un chauffeur de l'S-7, on l'a mis au cockpit d'un A380. Et donc là, il est sérieux qu'on puisse se poser de très bonnes questions. Parce que, figurez-vous, un général qui tombe comme ça, de la manière dont il est tombé, mais c'est sérieux, c'est un général. Je l'ai dit, peu importe qu'il ait été un général à la sorte de Kabila, qu'il ait été un général patriote, peu importe qu'un général meurt comme ça, dans des pays de vieilles démocraties, dans des pays sérieux, ça pose problème. Et si l'armée était sortie, ou c'est le militaire qui était sous ses ordres était sorti, et qu'il y aurait eu des grabuges à Kinshasa, qui allait en être responsable? Donc c'est pourquoi on dit que les moyens qu'on puisse exiger, nous ne connaissons pas quelles sont les circonstances et tout ça. Seule la justice, soit militaire, c'est par laquelle peut faire la lumière là-dessus. Et en ce moment-là, nous pouvons, nous autres, nous déterminer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que du mal ne peut sortir que le mal. Et le mal de la fraude électorale du 30 décembre va générer d'autres mal coloreurs. Et entendez-vous au pire. Voilà, quand on dit de vous que vous êtes prophète de malheur, M. Pengue, vous allez dire que ouais, on dit n'importe quoi. En tout cas, l'homme prudent, madame, voit le mal de loin. Et quand vous avez vu ces cocktails explosifs que Nanga nous a préparés en faux matin, Alain Bolo Douala l'a rappelé ici. La contradiction qu'il y a eu entre ce que nous appelons en Sciences Po un vote asymétrique, où Kabila prend les restes du vote. Et comment pouvez-vous expliquer que le peuple fait confiance à l'opposition au niveau de la présidence et au niveau de des assemblées provinciales et à l'Assemblée nationale il fait confiance à la Kabylie, quand on sait combien le peuple a lutté pendant 18 ans pour exiger les départs, non de la personne de Kabila, parce que Kabila ne nous intéressait pas, mais de son système. Comment expliquez-vous aujourd'hui que tout à coup, Kabila est parti pour mieux rester? Il y a une espèce de recyclage politique par la voie de l'IDPS où les Kabilistes, Kabila est devenu beaucoup plus fort qu'avant. Parce qu'en réalité, il est à Kingakati, il a son télécommande, mais Félix fait tout pour lui. Et donc, c'est ça le caractère dangereux du système. Donc, croyez-moi, contrairement à ce qu'Ambongo a dit, dans le cas de la fraude électorale du 30 décembre, du mal ne peut pas sortir le bien. Du mal ne peut sortir que le mal, et le mal, il est là, on est en train de le commenter. Voilà. Donc, la vérité des urnes reste l'alternative crédible pour un pays qui va être apaisé, réconcilié avec lui-même. Voilà, le président, c'est un peu pour paraphraser ce que M.
Bégué vient de dire, donc Félix Tshisekedi se sentirait-il tellement à mal dans cette coalition-là qu'il va, c'est vraiment comme une épine dans son pied, qui va exiger de l'aide de l'extérieur, de le débarrasser, façon de dire, hein, de débarrasser de Joseph Kabila, mais ce sont les Européens, eux, qui sont gênés par cette coalition. Madame, Enfin, Européens, Américains, comité... Madame, il faut faire d'abord une mise au point. Je vais dire à Prince que je suis journaliste. Ça, c'est une mise au point. Ne me qualifie pas d'une coloration politique. Je suis journaliste et professionnel et éditeur d'un journal. Voilà. Ça, c'est un. Monsieur Diana aussi est journaliste, mais il est proche du pouvoir. Il est proche du journal. Demandez à tous ceux qui sont au pouvoir, ils ne m'ont jamais vu dans leur réunion. C'était une parenthèse. C'est une parenthèse et on lui doit du respect là-dessus. Il faut faire encore une autre mise au point. Il y a le verbe voter et le verbe élire. N'est voté n'est pas élu. Et élu est voté. Et celui qui a été proclamé élu, c'est le chef de l'État. S'ils sont républicains, respectueux des textes, ils doivent le faire. L'embargo électoral, ce n'est pas la première en République démocratique. Même si Martin Fayulu serait aujourd'hui président de la République, avait-il la majorité au Parlement? Devrait-il travailler comment? S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous avez parlé. Je vais pas avoir la majorité. D'abord, vous, la Mouka, vous étiez incapable. Vous étiez incapable. Je dis bien incapable dans le bureau de vote de mettre ne fût-ce qu'un témoin sur l'ensemble du territoire. Ce n'était pas ça la condition pour être élu. S'il te plaît, j'en arrive. Même si Martin Fayulu serait élu aujourd'hui, allait-il travailler avec quelle armée? La même armée, il allait trouver Delphin Fort de sa légitimité, il allait travailler avec des s'il vous plaît, il y a des vrais généraux. Il n'avait pas, s'il te plaît, quels généraux patriotes, ils ont quel âge? Tu as évoqué à partir de Lumumba. Aujourd'hui, ça fait 60 ans que Lumumba est décédé, donc on doit avoir des généraux de 80 ans. Vous, les jeunes, là, vous faites quoi? Laisse-moi argumenter. Vous êtes parti du Méli-Mélo. Vous avez parlé de James Kabarebe qui est venu ici. Je veux vous le dire, que peut-être Alain qui est là ne peut pas l'oublier. La conséquence de ce que nous subissons, c'était le brassage de l'armée, voulu par l'Occident. C'est le brassage de l'armée qui nous a amené ce que nous a amené. Qu'à cela ne tienne, aux États-Unis, il y a des généraux qui sont japonais, d'origine japonaise. Le président, si vous ne le savez pas, le président du Pérou ou du Chili, en son temps, avait les origines japonaises. Che Guevara n'était pas un Cubain. Il était le numéro 2 du Cuba, alors qu'il était argentin. Dans la révolution, lorsque vous menez une révolution, même la France telle qu'elle est là, Macron, il est qui? Sarkozy, il est qui? Il est français. Sarkozy, c'est un Hongrois. Macron, c'est un Espagnol. Balladur, on parlerait d'un Turc. Ça, c'est un faux débat. Ça, c'est un faux débat. Il ne faut pas revenir sur ça. Ça, c'est un faux débat. Il s'est avéré qu'il a choisi les camps. Il a accompagné une révolution qui est arrivée ici. Et il a choisi son camp. Il est allé servir son pays. Continuez votre raisonnement. Toute comparaison n'est pas raison. On ne compare pas un crapaud avec un éléphant. Mais écoute, monsieur, ce qui est vrai, nous avons eu un mauvais voisin. Nous avons eu un voisin ambitieux, jaloux de notre pays. C'est ça ce qui est vrai. Nous avions eu un voisin jaloux, un voisin ambitieux de notre pays. Ça, je suis tout à fait d'accord. Non, la comparaison ne tombe pas. Puisque Che Guevara, qui était argentin, tu as vu les Argentins aller au Cuba faire quoi, n'importe quoi. Celui-ci, c'est notre voisin direct. Et vous savez, nous avons vécu avec l'homme. Moi, je suis fils du Katanga. Moi, je suis fils du Katanga. Dans le Congo central. Dans le Congo central ici. Dans le Congo central. Vous savez combien de Rwandais sont là, qui sont allés construire les chemins de fer? Vous savez combien? S'il faut ressusciter l'histoire, vous savez, il y en a combien? Au Katanga, nous avons vécu avec les Rwandais. Moi, mon voisin, à moi, au numéro 59, c'était un Rwandais qui était chef qui était médecin directeur.
Rwandais ou Banyamulenge? Non, non, je parle de Rwandais, pas Banyamulenge. Ils sont devenus Congolais aujourd'hui avec M. Félix Tshisekedi. Ça, c'est une entorse. Et c'est la volonté, c'est ça même le problème de l'Occident. C'est de nous amener dans cet enfer-là. Puisque nous avons eu des Bazombo ici. Les Bazombo n'ont jamais déclaré un territoire. Ça, j'ai déploré. Jamais. Ils n'ont jamais déclaré un territoire. Pourquoi il n'y a que ce peuple-là qui doit nous demander un territoire? Donc, il y a la complicité de l'Occident. Cette affaire ne commence pas aujourd'hui. L'enfer du Congo, ce n'est pas Kabila. L'enfer du Congo, ce n'est pas Félix. L'enfer du Congo, c'est l'Occident. L'Occident veut à tout prix mettre à genoux la République démocratique du Congo. L'Occident considère la République démocratique du Congo comme le réservoir de leurs matières premières. Et quand vous regardez toutes les péripéties de la République démocratique, vous avez évoqué le cas de Lumumba. Qu'est-ce que Lumumba avait fait du mal? Rien. Qu'est-ce que Mouzé avait fait du mal? Réclamer tout simplement la souveraineté. Rien. Qu'est-ce que Kabila a fait du mal? Il a imposé un code minier. C'est ça la conséquence de tout ce que nous sommes en train de venir. Il faut mettre fin à la coalition Kabila-Tshisekedi pour mettre la main sur les minéraux, mettre la main sur le code minier. La coalition, lorsque vous parlez de... C'est la première fois, tel gagne la majorité au Parlement, tel gagne la majorité à la présidentielle. Monsieur Prince, n'oubliez pas que le vote est sociologique. Lui, mon frère Alain, peut être de la Mouka. Pas absolument. S'il vous plaît, laisse-moi parler. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il n'y a pas de couleur politique. On ne vote pas selon le programme politique, on ne vote pas selon la couleur politique. On vote. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Le vote est sociologique. Pas forcément avec les couleurs. Si le vote était politique, en suivant les programmes politiques de chacun de nous, il y aura des programmes politiques qui seraient élus. Le vote est sociologique, tel est de ma tribu, tel est proche de moi, même si moi je suis de l'UDPS, lui il est du PPRD, je me retrouve en lui. C'est ça la vérité. Est-ce que c'est la première fois? Chirac et Mitterrand ont connu ces problèmes. Ne cherchez pas à fragiliser. Ce n'est pas à vous de me poser les questions. Ce n'est pas à vous de me poser la question. Ne fragilisez pas le pays. Merci, madame. Alain l'a dit, nous devons être soudés. Notre pays est au cœur d'un enjeu politique, économique. Notre pays est au cœur d'un grand complot. Voilà, ne venez pas avec votre diatribe de vérité des urnes. C'est déjà passé, ça fait déjà 15 mois. Les conséquences sont là. Il n'y a pas de conséquences. La vérité n'est pas périssable. Bon, et c'est un impératif. La question qu'on s'est posée tous sur ce plateau est celle-ci: à qui profiterait la mort de Défunt Kayimbi? Et ce que j'aime bien, malgré vos différences, vous êtes tous patriotes et c'est pas une mort qui fait plaisir. C'est l'unique sujet. Voilà. Donc, non, c'est juste le même sujet de parole de Défunt Kayimbi. Alors, à qui profiterait sa mort? Parce que M. Bolojo est mort, il emporte les secrets pour lesquels il est accusé. Secrets qui auraient mis dans une mauvaise posture ceux qui l'employaient, s'il était à la solde de quelqu'un, bien sûr, nous utilisons toujours les Sissi. Et vivant, il serait un danger permanent pour ceux contre lesquels il œuvrait. Alors, cela, bien sûr, dans l'optique où les accusations portées contre lui étaient fondées. Alors, à qui profiterait sa mort? Et c'est la réponse la question qui va faire le tour, on va dire, de la table et qui va conclure l'émission. Madame, je crois avoir déjà répondu à cette question. Mais à la question en rapport avec M. Kabila, si j'aimerais le fonctionnement des institutions, oui, je peux prendre le risque de dire oui et non. Expliquez-nous. Non, pourquoi? Ils se sont arrangés, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le pays est géré par l'accord, oui, les fameux accords, c'est que M. Félix Tshisekedi a toujours appelé le deal.
Non, c'est Fayoulou qui a commencé à appeler ça deal. Non. C'est ainsi que, oui, bien Non, sûr. c'est bien Félix. sûr. C'est Félix, c'est Non, qui non. le jour de la publication. Non, Fayoulou a commencé à parler des deals secrets qui auraient été... Non, mais apparemment, il y a un chapitre qui vous échappe. On ne veut plus dans la même ville de La Kinshasa. première personne à avoir Félix, utilisé les termes non, deal, non. c'est Félix Non, Tshisekedi. Félix avait répondu pour Ah, dire. il a Oui, parlé. Si, il y en a eu. ça revient. Il a dit Non, ça. Kabila était son partenaire. Le partenaire, il a dit qu'il y a un deal. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Non, mais Si, c'est la même chose. La première personne à l'avoir dit, mais attendez, Non, c'est vrai que deal, ça fait un peu... attendez, Je sais que de l'autre côté, attendez. on a la lecture. Non, mais différente des attendez. choses. Allez-y. Apparemment, il y a un chapitre, il y a un chapitre qui vous échappe. Oui. Le jour où on a publié, c'est la première fois que le mot deal est sorti. Et c'était M. Félix Tshisekedi qui l'a dit devant sa base. Oui, Ah, il a fait de Kabila son partenaire. Un partenaire crédible de l'alternance et comme ça. Voilà. Ce qui est vrai, c'est que, effectivement, M. Kabila, au regard des données telles que falsifiées par M. Nanga, M. Kabila a la majorité parlementaire. Si on se réfère à la Constitution, il a droit au gouvernement, il a droit aux entreprises publiques. Seul, en tant que leader de la majorité parlementaire. Mais M. Kabila ayant accepté de faire le deal avec M. Félix Tshisekedi, prenez note que M. Kabila a donné à son partenaire 23 postes ministériels. 23 sur 65. C'est-à-dire qu'il a cédé. M. Kabila va donner des entreprises au cash. Parce qu'il méritait le tout. Il a tout cédé. Mais qu'est-ce que l'autre a donné à Kabila? Jusque-là, nous nous posons la question. Qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi a donné à Kabila pour que nous sachions si effectivement c'est Kabila qui est en train de bloquer? Parce que M. Kabila a donné à M. Félix Tshisekedi 23 postes ministériels. Et aujourd'hui, il y a le partage du butin, c'est que nous appelons le butin de guerre, des entreprises publiques, qui revenait de droit à M. Kabila. Tous les actes que M. Félix Tshisekedi a posés, qui ne sont pas mis en application ou qui n'ont pas été respectés par d'autres institutions, c'est justement soit il a péché par les procédés ou les méthodes, c'est-à-dire la procédure n'a pas été respectée, ou soit il a pris sans que les autres ne les sachent. M. Félix Tshisekedi s'est plaint. M. Félix Tshisekedi s'est plaint d'être bloqué. Et quand on lui pose la question au niveau de Londres, vous êtes bloqué, il dit oui, il y a certains ministres qui refusent d'obtempérer aux ordres. Et dans le cas, on cite quoi? Les deux fameuses ordonnances, nommant le membre du comité de gestion. Là, il y a eu vice de procédure. Il n'a pas respecté la procédure en ce qui concerne la nomination. Et en quoi Kabila bloque? Il dit, il y a un problème, le ministre des Finances refuse d'acheter des jeeps pour les basketteurs et refuse de financer le programme des 100 jours. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'au contraire, le ministre des Finances vient de sauver M. Félix Tshisekedi. Parce que s'il avait décaissé encore l'argent, on n'aurait pas su qu'il y avait détournement. C'est que sous-entend, le problème aujourd'hui n'est pas M. Kabila, bien qu'il n'est pas innocent, n'est pas totalement M. Kabila, ce sont les insuffisances du cash. Qui a interdit à la ministre du budget, de l'économie d'aller visiter les importateurs, de faire des projections pour qu'il y ait baisse des prix? À quel niveau il y a blocage? Soit peut-être s'il y a d'autres informations que nous n'avons pas. M. Félix Tshisekedi, son plus grand problème, il n'a jamais été préparé pour être président. C'est ça la réalité que les autres ne veulent pas entendre. La plus grande faiblesse, le plus grand problème aujourd'hui au Congo, c'est la personne de Félix Tshisekedi. Il n'a pas un sens leadership, un sens managérial nécessaire pour nous diriger. Et c'est ce qui fragilise. Vous prenez des ordonnances. Les premières ordonnances ont été contresignées par un directeur de cabinet. Ça, c'est une aberration. Qui peut accepter ça? Même si je suis de l'opposition, je ne peux pas accepter. Un directeur de cabinet qui est justement qu'un administratif contresigner une ordonnance en violation de la loi et en violation des dispositions constitutionnelles. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le plus grand problème, c'est quoi? M. Félix Tshisekedi devient gourmand. Et moi, je comprends pourquoi. Il n'a jamais respecté ces accords. Jamais. Il avait signé des accords avec Kabila pour qu'il y ait dialogue. Ils se sont rebiffés. Ça, c'est connu de tout le monde. On accepte le dialogue, on refuse le dialogue, on accepte le dialogue, et jusqu'à la fin, ils ont accepté. Ils ont signé des accords avec les autres, la Mouka, au niveau de Genève. Il a retiré sa signature. Ce qui veut dire qu'il ne prend pas au sérieux ses engagements.
Et aujourd'hui, la communauté internationale voudrait que M. Félix et M. Kabila le laissent de l'espace pour diriger. Mais en violation de la Constitution, on veut quoi? Que le président de la République au Congo, alors que nous sommes dans un régime qui va dans le parlementarisme, on voudrait que le président de la République puisse prendre des engagements, ordonnancer les décaissements, prendre des engagements avec des entreprises, nous lancer dans des projets inutiles de 350 millions de dollars qu'il a pu dépenser du trésor public alors que mon pays est pauvre. C'est-à-dire que quelque part, je comprends que M. Félix Tshisekedi n'est pas au service du peuple. Il cherche plutôt à séduire la communauté internationale. Étant donné que la communauté internationale a ses visées ici chez nous, on veut l'utiliser justement pour nous fragiliser. Et nous comprenons. La plus grande erreur commise par M. Félix Tshisekedi, c'est de croire qu'il peut avoir son salut au niveau de la communauté internationale. Ça, c'est sa plus grande faiblesse. Il devait plus s'investir sur le plan interne. Faire en sorte que nous ayons une bonne administration. Fonctionner conformément à la Constitution. Amorcer les réformes. La présidence de la République n'a pas compétence d'émettre de programmes tels que le programme de 100 jours. Ça, c'est constitutionnel. On ne l'a pas empêché. Il nous lance dans le projet. On lui dit que non, attention, messieurs, votre programme a été mal conçu. Non, vous êtes des tribalistes. Vous êtes des haineux. Vous êtes des jaloux. 400 jours après, il commence à arrêter le faible d'esprit, le maillon faible, pour nous dire que non, voilà, nous sommes... Non, ils sont dans le mensonge. Et c'est ces mensonges-là qui nous rattrapent. Par rapport, pour conclure, par rapport aux élections, moi je le dirai toujours, M. Félix Tshisekedi a été kabilocratiquement élu. Je l'ai dit et je m'assume. Pourquoi? Parce que quand vous dites... Non mais il a été kabilocratiquement élu. C'est un choix de Kabila qui a fait le... Il fait partie de la 3e génération de Kabilistes. Le processus électoral a été biaisé, madame. Vous dites que la Cour constitutionnelle a tranché. Nous pouvons être d'accord. Mais je vous donne un cas. Ntingi. Ntingi a été publié comme élu par la CENI. Ntingi a été invalidé par la Cour constitutionnelle. Ntingi a été révalidé. Ces termes-là n'existaient pas dans notre constitution. A été révalidé par la Cour constitutionnelle. Vous savez qu'est-ce qui s'est fait? Ntingi n'a introduit aucun recours. Bon, M. Bolojua, vous voyez, ce qui veut dire que le processus a été biaisé. Aujourd'hui, nous subissons le mensonge d'État conçu par M. Kabila. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il a cherché à faire de M. Félix Tshisekedi le président en violation de la volonté de la population. Ils doivent s'assumer. C'est une crise des ménages, ils doivent continuer avec leur bêtise. Et voilà. Alors les parrains, peut-être la Mouka viendront mettre de l'ordre dans cette crise de ménage-là, peut-être. Alors, à qui profite la mort de Delphin Kayimbi? À qui profite la mort de Delphin Kayimbi? Cette mort profite à ceux qui l'utiliseraient pour nuire aux intérêts de la République. Et il s'agit ici d'un scénario à la soviétique. Hein. Cela veut dire que bon, vous connaissez tellement de choses qu'on ne peut pas vous laisser les lancer sur la place publique. Alors on s'arrange pour vous faire taire, et cela définitivement. Bon, je crois que c'est tout à fait simple de comprendre ça. Je l'ai déjà dit au début, sinon, qu'est-ce que la République a à gagner que ces vaillants soldats soient tombés? Oui. Au contraire, le pays a tout à perdre. Bon, cela étant, je vais quand même essayer de revenir sur quelque chose. Nous savons que cette émission, c'est une émission pédagogique. Il y a une donne que la plupart des gens, même M. Bolojua, dont j'ai salué l'expression, il y a peut-être cette donne qui échappe. Les gens parfois ne comprennent pas comment se fait-il qu'un président de la République élu sorte d'un camp politique alors que la majorité parlementaire échappe à ces camps politiques. C'est prévu. Oui, nous ne sommes pas acteurs politiques. Nous, on se pose des questions de pourquoi et des comment. Mais je me retourne, je suis en face des deux acteurs politiques. Est-ce que vous, acteurs politiques, M. Bolojua et M. Epeng, pendant la campagne électorale, est-ce que vous avez eu le temps de très bien expliquer à votre électorat la loi de la majorité parlementaire? Est-ce que vous leur avez dit que si jamais vous n'aviez pas une majorité parlementaire, alors vous n'allez pas diriger les pays au niveau du gouvernement? Est-ce que vous avez engagé beaucoup de candidats députés dans toutes les circonscriptions? Est-ce que vous avez atteint les seuils? Est-ce que ce sont toutes ces questions-là auxquelles vous devriez répondre. D'abord, l'opposition n'a pas eu de moyens pour aligner autant de candidats. C'est faux. Je vais vous le dire. L'opposition, M. Bolojua, je vous ai écouté religieusement.
J'aurais pu vous interrompre. C'était juste pour vous relancer, en fait. J'aurais pu vous arrêter aussi. Mais est-ce que vous avez engagé autant de candidats que les amis du FCC l'ont fait? Est-ce que vous avez expliqué à votre électorat effectivement comment ce vote était fait? La loi du seuil électoral, est-ce que vous l'avez expliqué? Moi, je pense qu'aujourd'hui, contrairement à ce que vous pensez que c'est Félix qui a gardé Kabila au pouvoir, parce que Kabila est au pouvoir étant donné qu'il est le chef de la majorité. Je suis heureux parce qu'il y a quand même un opposant qui les reconnaît. Lui, du moins, il comprend bien les choses. C'est vous qui avez, c'est vous opposition. Quand je dis opposition, donc je prends toute l'opposition, tout ce qu'il y avait opposition. En fait, je me pose la question, quand est-ce qu'Alain est devenu opposant? Depuis que Kabila s'est méconduit. Okay. Ah, donc tout ça. Donc c'est vous opposition. Que ce soit l'UDPS, que ce soit les aventuriers de la Mouka qui sont restés à Genève, que ce soit le Palou, que ce soit tout ça. Tout ce qui avait opposition. Palou n'est pas opposition. Donc c'est vous opposition qui êtes responsable du fait que Kabila ait obtenu cette majorité parlementaire qui le garde encore au pouvoir. Donc si vous blâmez Félix, blâmez-vous aussi. Si vous blâmez Tshisekedi, blâmez-vous également. Parce que ce soit Tshisekedi vous-même, vous n'avez pas eu, d'abord, vous n'avez pas aligné suffisamment de candidats, vous n'avez pas suffisamment de moyens pour payer la caution de tous vos candidats, vous n'avez pas expliqué à votre électorat ce que c'est que la loi du seuil. Et conséquence, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, donc vous tous, vous êtes responsables du fait que Kabila soit encore aujourd'hui chef de cette majorité parlementaire. Et enfin, vous savez, on peut tout dire, sauf certaines choses. J'ai entendu ici quelqu'un accuser Félix Tshisekedi d'amateurisme. Ça peut être possible, ça peut être possible. Ça peut être possible que ça soit de l'amateurisme. Mais moi, je me demande si vous avez eu le temps de questionner correctement votre constitution. La constitution actuelle qui gère le pays. Est-ce que vous l'avez correctement questionné? Sur quel point? Je continue, monsieur. Monsieur Puce, laissez-moi parler. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les pouvoirs réels du président de la République qui ressortent de cette constitution? Qu'est-ce que le président peut faire sans passer notamment par les conseils des ministres? Quoi? Et vous allez voir que cette constitution est limitée. Je l'ai déjà dit sur ce plateau une fois. La constitution n'est pas limitée. Je vais y aller. La constitution a limité les principes. C'est au contraire lui qui n'a pas la maîtrise de cette constitution. Non. La constitution est claire. La compétence va se plaindre après que je ne vais pas lui donner assez de temps de parole parce que j'aurais bien... C'est-à-dire qu'on doit adapter la constitution par rapport aux insuffisances. Je n'ai pas dit qu'on adapte la constitution au président. Moi, je me demande si vous avez questionner correctement cette question. Non, mais nous, au moins, nous avons pris le temps de lire la constitution. Je dis ceci. Les limites du pouvoir présidentiel, selon les prescrits constitutionnels actuels, mettent le président Félix Tshisekedi en difficulté, et d'autant plus qu'il n'a pas de majorité parlementaire. Non. Je dis ceci. Ce n'est pas ça la vision. Non, écoutez, vous pouvez ne pas croire. Ce n'est pas ça. La constitution est claire. La compétence en matière de solutionnement de problèmes se fait au niveau du Conseil des ministres. C'est le gouvernement qui en est responsable. Le président n'est qu'un arbitre. Il doit jouer son rôle d'arbitre. Lui, il doit maintenant résoudre le problème de la base. C'est ça le problème. On ne va pas adapter la constitution par rapport à ces idées. J'ai en face de moi les gens qui laissent parler le cœur plus que la tête, malheureusement. Alors j'ai dit ceci, je réponds. J'ai dit ceci. Oui. Alors j'ai conclu en disant que dans la configuration actuelle, le président de la République sera toujours limité dans certaines choses. Et pour autant, on en demande à la bonne foi de la majorité parlementaire pour qu'elle s'inscrive dans la vision du chef de l'État afin que le pays avance. Vous pouvez dire non, mais ça, c'est la violation de la Constitution. Non, mais attendez, il y a des contre-vérités. Il y a des contre-vérités. Ce n'est pas une contre-vérité. La Constitution dit que le responsable, c'est le gouvernement. Voilà. Le président est là pour arbitrer. C'est tout. Vous voulez qu'on l'aide à faire quoi? Là, vous me raisonnez. Non, je ne vous raisonne pas. Les limites de la fonction présidentielle. Vous me raisonnez. Lorsqu'il a pris un communiqué pour suspendre l'installation du Sénat, il devait consulter le gouvernement. Ça, c'est une aberration. Je vais désannoncer l'émission. C'est simple. Il y a des insuffisances. Je reconnaissais qu'il y a des insuffisances. Voilà, monsieur Alain, s'il vous plaît, vous reviendrez le vendredi avec monsieur Walter pour finir cette discussion. Je vais dire ceci. Oui. Il y a amateurisme
au sommet de l'État. Non. Oui. S'il vous plaît, Non, laissez-moi parler. C'est vous qui... Vous avez parlé, je vous ai aidé. Mais vous avez... Quand il aura son mot Écoutez, Walter, vous avez parlé, je vous ai laissé. Je dis ceci, il y a amateurisme au sommet de l'État. 1. Je commence par démontrer. Lorsque, je reviens d'abord pour dire que, aux élections, je le disais depuis 2013, personne ne voulait aller aux élections. Tout le monde était distrait. Et Kamer l'a reconnu. Tout le monde était distrait. Personne ne voulait aller aux élections. Personne n'a aligné les candidats plus que l'ancienne majorité présidentielle. Et ils ont été députés, ces gens-là. Je continue encore à dire que le vote est sociologique. Même si aujourd'hui, Martin Fayoulou serait président de la République, se trouverait toujours en difficulté pour gouverner. Kabila n'aurait pas pu S'il avoir te plaît, monsieur, du respect quand même. Du respect. Du respect, s'il vous plaît. Fayoulou, c'est un ancien kabiliste. Fayoulou, c'est un ancien kabiliste. Vous allez le dire. S'il vous plaît, démontrez le dire. Qui a donné le gouvernement à Kimbouta? Qui avait donné le... mais lui, il était député provincial. Laissez-moi. Démontrez qu'il a donné De quelle coloration? Démontrez comment il a donné Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. J'ai la parole, mais dites aux autres de se taire. Moi, j'ai non, il a adhéré à l'Union pour la Nation après. Voyez-moi un secret, je vais vous donner les deux. Moi, j'étais là. Moi, j'étais dans l'opposition. S'il vous plaît, monsieur. Moi, j'étais là. La régie va couper vos micros. Est-ce que je peux continuer? Oui, continuez. Je dis ceci, il y a amateurisme au sommet de l'État. Oui. Lorsque ne confondez pas le régime Kabila et ce régime. Kabila avait la majorité présidentielle, Kabila avait la majorité parlementaire. Ce qui fait que son programme était facilement accepté par la majorité parlementaire. Et il faut se poser la question, nous sommes dans quel régime politique? Nous sommes dans quel régime? C'est un régime semi-présidentiel. Il y a cogestion de l'État par les gestionnaires. Les gestionnaires au quotidien, c'est les gouvernements. Le chef de l'État ne joue que le rôle de l'arbitre. C'est ça ce que dit notre Constitution. On ne peut pas adapter la Constitution par la volonté d'une personne. C'est la personne qui doit suivre ce que la Constitution édicte. Et en ce moment-là, elle va réussir dans ce qu'elle fait. Vous lancez le programme des 100 jours. J'avais dit sur un autre plateau, si nous avions réellement ce qu'on nous dit, l'état des droits, la présidence devrait tomber. Exact. Si nous étions dans un état de droit, la présidence devrait tomber. Comment? S'il vous plaît. Non, mais l'institution président. Dites président, pas la présidence. L'institution président, ça dit tout le monde. Quand je parle de la présidence englobe et le président de la République, et les directeurs de cabinet, et tout le personnel. Mais ce n'est pas une institution légalement reconnue. Il faut parler de l'institution présidentielle. Est-ce que vous pouvez me laisser? Concluez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me laisser? Qui a donné? On peut prendre tous les instruments juridiques. Qui a donné le pouvoir au directeur de cabinet de décaisser l'argent? C'est M. Félix Tshisekedi. Qui lui a donné le pouvoir? C'est M. Félix Tshisekedi, son chef. Et il s'est basé sur quel texte constitutionnel? Le deal. Non, laissez-moi, madame. Nous sommes dans une émission pédagogique. C'est pour dire ceci. Les gestionnaires du pays, au quotidien, c'est le gouvernement. Il y a eu vol systématique au sommet de l'État. 15 millions, autant, il y a vol. S'il faut une justice, comme on veut faire l'acharnement sur le proche de l'ancien président de la République, que la justice soit réellement justice, ouvre les enquêtes, vous verrez que les têtes vont tomber à la présidence de la République. Puisqu'en cette période, les gouvernements Tchibala n'avaient pas la signature, les gouvernements Ilunkamba n'étaient pas encore investis, il n'y avait pas urgence
de lancer Voilà. ce programme Malheureusement, qui nous amène les éléphants Je suis obligée blancs. de vous couper. Monsieur Epengue, votre mot. Merci beaucoup. La première remarque, c'est que j'ai dit à mon compatriote journaliste, le nom c'est encore Romain Pius. Monsieur Pius est très très mal placé pour donner des conseils. Lui qui est kabyliste, il n'a pas à répétez donner ce que, des conseils. je Il est crois que vous kabyliste, étiez madame. Il ne avancé. suffit pas. Vous voulez quoi qu'on vous dessine ça, qu'on mette un crayon, on dit voilà c'est un kabyliste. Il est pas ses propos. On le sait. Il est mal placé pour. J'ai l'impression que vous avez les insuffisances intellectuelles. Vous voulez vous attaquer dans les personnes. Non, parle de la science. Je comprends. Tu m'as donné la carte. Tu m'as donné la carte d'un parti politique. Il veut mettre tout sur la tête de Félix. Il parle de l'amateurisme de Félix. Mais qui a nommé Félix? Ce sont eux. Il a été élu proclamé avant de par parler des détournements, l'institution présidentielle publique doit tomber. Mais rendez-nous compte tout d'abord de la gestion. On a parlé de Bukangalo aussi. 18 ans de Kabila. Mais tu es libre, va à la justice, va déposer la plainte. Tu es libre. Mais va déposer. Non, ne dis pas taisez-vous. Non, s'il vous plaît. Ne dis pas taisez-vous. Non. Vous avez la liberté. Vous avez la liberté. Initier une plainte. Mais initier une plainte. Non, initier une plainte. Initier une plainte. Calmez-vous. Moi, je suis journaliste, monsieur. Pas donner des leçons à initier une plainte. Moi, j'avais initié une plainte. Tu sais que moi, j'ai initié une plainte contre le chef de l'État. Que l'Occident impose des choses aux dirigeants africains, particulièrement aux dirigeants congolais. Il a parlé de l'histoire des mixages, de brassage de l'armée auxquels les Occidentaux ont imposé à Joseph Kabila. Et aujourd'hui, non, à tous les acteurs. Hassan City, tu n'y étais pas là. Je ne sais pas cette époque si tu avais été là. L'armée a été mixtée. Sous Kabila, le brassage a continué sous Kabila. Mais pourquoi l'Occident nous impose des choses? C'est parce qu'avant tout, l'Occident veut avant tout avoir des dirigeants qui sont non élus par le peuple. Une fois que vous n'êtes pas élu par le peuple, vous serez toujours enclin à aller chercher la légitimité chez eux. De la même manière que vous voyez Félix. Mais l'amour a été où Genève s'est produit. Il fallait le faire ici. Il fallait le faire à Kikwit. Il fallait le faire à Idiopa. Pourquoi vous êtes allé à Genève? Combien de fois nous sommes réunis ici à Fatima et Kabila? Est-ce qu'il fallait aller à Genève? Les portes de Fatima, vous oubliez de se passer. Vous n'êtes pas au courant, monsieur. Donc, pour vous dire que, madame, pour nous, si l'Occident a nommé, a appuyé la nomination de Félix, c'est parce qu'il voulait avoir quelqu'un qui n'est pas issu du peuple. Et comme ça, c'est très facile à le mettre à gauche ou à le mettre à droite. Vous venez de voir dernièrement ici, madame. Quel peuple? Par contre, il y a un point de vue que je partage avec lui. Normalement, madame, dans cette constitution, on parle, si le plan textuel, la constitution est semi-présidentielle. Mais si vous regardez en réalité, dans la pratique, elle est de tendance parlementaire. Or, dans une constitution à tendance parlementaire, on ne demande pas au chef de faire, mais de faire. S'il vous plaît, madame, est-ce que je peux terminer? Est-ce que ce n'est pas de ma faute? Dans une constitution à tendance parlementaire, on ne demande pas au chef de faire, mais de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Premier ministre qui gère le pays au quotidien. Or, Félix Tshisekedi a hésité ces fonctions-là, a fait un programme qui a fait en sorte qu'il puisse gérer la nation. Or, dans une démocratie, seul celui qui gère, qui a le devoir de rendre des comptes. Or, l'institution présidente de la République ne peut pas gérer dans la mesure où elle n'est pas responsable devant le Parlement. Le fait qu'il ait hésité ces fonctions-là de gouvernement ou bien de Premier ministre, Félix Tshisekedi doit être mis en accusation. Le premier responsable, de cette affaire de 100 jours ici, de détournement de millions de dollars, c'est Félix Tshisekedi qui doit répondre. Ne faisons pas de distractions, arrêtez les DG de... Est-ce que le DG de Safrika s'est déplacé lui-même jusqu'à prendre de l'argent? C'est la présidence de la République qui a mis cette affaire-là. Les 100 jours, s'il vous plaît, les 100 jours étaient considérés les seuls objectifs de voler l'argent de l'État. Donc, c'est Félix qui doit répondre.